Voilà, donc je suis au Salon du Livre en compagnie de François Vercops et donc de son livre qui m'a amené à l'interpeller, Une légère idée de 2045, science-fiction. Donc bon, vous m'avez déjà exposé un petit peu votre démarche. Donc de manière générale, comment pensez-vous qu'on peut arriver à baliser, à connaître par avance l'avenir? Oui, alors je ne prétends pas connaître l'avenir et mon livre est plutôt dans la rubrique anticipation ou extrapolation, c'est-à-dire je suis parti des connaissances que je peux avoir du présent ou du passé récent et pour voir ce qui se pourrait passer en 45. Alors déjà je peux dire quelques mots de mon parcours professionnel. Je suis un physicien, je suis docteur d'État, c'est l'ancien diplôme qui était disponible, qui n'existe plus, en physique, et j'ai travaillé pendant 39 ans sur des problèmes énergétiques. Au début, j'ai commencé sur les problèmes de fusion contrôlée, et après, j'ai fait de la recherche sur la production massive d'hydrogène, notamment par des énergies renouvelables. Et je suis parti pour une analyse de ma carrière professionnelle pour voir qu'en fait, en 40 ans, il s'était passé beaucoup de choses, mais très peu de choses qui étaient prévues. Alors pour rester dans le domaine des techniques, il y a 40 ans, on pensait que le problème énergétique du monde serait résolu, ce qui n'est pas le cas. Par contre, en informatique, il y a eu des progrès. Personne n'imaginait qu'on aurait Internet, qu'on aurait la Wi-Fi, qu'on aurait tous les moyens de guidage, ni même les photos numériques. Et alors j'ai réfléchi, je me suis dit aussi, j'ai vu j'ai pensé qu'il y aurait beaucoup de métiers en 45 qui n'existaient pas à l'heure actuelle, ou très peu. Alors les deux héros, un travaille, parle coréen et s'occupe de l'accueil des Coréens, parce que j'ai fait l'hypothèse qu'il y aurait des Coréens qui ont bien travaillé, qui ont gagné leur vie, qui seraient contents d'aller prendre leur retraite en France, et donc qu'il y aurait des gens qui pourraient les accueillir, qui au lieu non seulement de parler anglais, mais aussi de parler leur langue natale, ça pourrait leur faire plaisir. Et le deuxième est quelqu'un qui a fait des études universitaires, qui a passé une thèse où il a fait une analyse des romans de science-fiction et qui est dans un travail qui ne lui plaît pas vraiment, un travail qui est peu intéressant. Là aussi j'ai fait l'hypothèse qu'il y aurait un regroupement de tout ce qui est la production de télévision, les séries, est devenu tellement une industrie qu'il n'y a plus que deux ou trois compagnies majeures dans le monde qui publient tous les romans, et donc on lui demande de faire des fiches sur les auteurs français du 19e ou du début du 20e siècle. Ils s'en mettent beaucoup. Et un jour, heureusement, ses travaux anciens sont remis au goût du jour, et donc il est appelé, à l'étranger, on lui fait des propositions, soit de plus haut niveau de travailler les fictions, enfin d'avoir une part d'imagination, soit même à Berkeley, l'université lui propose de travailler sur la conception de l'évolution des sciences. L'évolution des sciences. Et la dernière partie du roman traite des possibilités des rapports avec la religion. Je suis parti de la phrase d'André Malraux, de la citation, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Alors effectivement, on peut penser, comme au monde maintenant il y a un grand scepticisme pour les sciences, pour l'économie, les gens sont inquiets pour l'avenir. Donc on peut penser que les sciences, que la religion va à un renouveau, mais tout dépend dans quelle direction. Parce qu'on voit aussi un renouveau de l'intégrisme, non seulement bien sûr Al-Qaïda, mais aussi parmi les mouvements chrétiens, les mouvements fondamentalistes, il y a des gens qui remettent en cause la création, le créationnisme, qui pense que le monde a été créé tel que c'est indiqué dans la Bible, et aussi il est possible que ces gens-là, déjà Bush, lui, ça a déclenché une guerre en Irak, on était persuadé qu'il avait raison, que Dieu lui avait raison, et il y a tout un danger que j'essaye de dénoncer, c'est un danger qu'on devrait pouvoir conjurer. Je termine quand même sur une note optimiste, mais c'est un danger, il vaut mieux dénoncer les dangers quand il est au début. Alors quand je vous entendais, vous parliez de Jules Verne.
À votre avis, comment est-ce qu'il a travaillé Jules Verne? Ben, Jules Verne, déjà, lui, à l'époque, c'était pas scientifique, mais il avait quand même une culture scientifique qui était pas mal, et il essayait d'imaginer quels seraient les progrès. Alors, il en a fait certains, par exemple, maintenant on relit Jules Verne, on sait qu'il y a des choses qui sont complètement absurdes. Par exemple, le voyage à la Lune, d'envoyer par un canon, tous les scientifiques diront que c'est complètement absurde, l'accélération serait telle qu'aucun organisme ne pourrait supporter. Par contre, il y a d'autres choses dans l'île mystérieuse. Il parle de la possibilité d'utiliser l'hydrogène comme carburant du futur, et avec une phrase d'ailleurs qui est encore plus prémonitoire, parce qu'il avait dit qu'il y aurait du charbon pour 300 ans encore. On sait que 300 ans est vrai. L'hydrogène, on en parle pour dans 40 ou 45 ans. À mon avis, il y aura une partie de l'énergie, pas toute l'énergie, mais qui sera apportée par l'utilisation de l'hydrogène en 45. Vous voyez donc c'est un peu cet truc-là. Jules Verne, c'était vraiment l'anticipation. C'était pas des mondes complètement déconnectés de la réalité, comme peut être le monde de Trône, par exemple, à l'heure actuelle, pour séduisant qu'il soit. On sait très bien, ça ne repose sur aucune base scientifique. Sur aucune base scientifique. Alors, malgré tout, les choses, on dit, tout change et tout recommence. Oui, c'est vrai, il y a des thèmes qui reviennent, quand on voit Après, dans l'histoire de l'humanité, il y a des récurrences. Oui, bien sûr. Et le passé nous éclaire sur l'avenir. Bien sûr, c'est un peu ce que j'essaye de faire. C'est aussi pour ça que je parle de romans d'extrapolation ou d'anticipation. C'est-à-dire, je suis parti de la société, on va dire, dans les années 60, la société au début des années 2000, on va dire, et j'essaye de voir après, 40 ans plus tard, comment l'extrapolation, c'est ça, on connaît 2 points, et puis on essaye de tracer une droite, faire un 3e point plus loin. Alors, c'est vrai qu'il y a des thèmes, il y a des thèmes qui ressortent. Il y a quelque chose qui pouvait sembler de la science-fiction et encore de l'anticipation il y a encore 3 semaines. Dans mon roman, je dis que dans le Chinonais, il y a eu un référendum local pour le nucléaire. Les gens du Chinonais l'ont adopté. Alors comme mon roman est paru début mars, c'est-à-dire avant ce qui s'est passé au Japon, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est l'œuvre de circonstances, au moins pour ce point de vue. Mais est-ce que vous avez réfléchi sur le fonctionnement de la société? Oui, bien sûr. Il y aura toujours le système électoral, quel sera le système politique Si j'ai pris une légère idée, c'est par analogie avec une citation que je mets en exergue de mon livre, une citation des lettres persanes. Je vous dis la situation exacte. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée. C'est de Montesquieu. Alors, c'est-à-dire, là aussi, ce qui est important dedans, c'est une légère idée. Je ne prétends pas... Alors, il y a beaucoup de domaines où je suis volontairement flou. C'est-à-dire, je parle aussi des énergies renouvelables. Je dis, par exemple, que dans le Chinonais, il y aura à la fois du nucléaire, des éoliennes, et puis de la biomasse, et aussi de l'hydrogène, mais je me suis volontairement gardé d'indiquer dans quelle proportion. Je dis simplement il y aura de la biomasse, des énergies renouvelables, des éoliennes, mais je ne sais pas combien. Donc le fonctionnement de la société, vous n'avez pas abordé les questions, comment les sociétés sont organisées, comment elles se hiérarchiseront. Je pense qu'il y aura la démocratie va évoluer et que les débats citoyens qui ont lieu à l'heure actuelle devront être approfondis. Alors c'est-à-dire qu'il faudra donner l'information aux gens. À l'heure actuelle, on pose l'information. On veut demander, typiquement le nucléaire, c'est quand même un problème très très complexe. Et le débat à l'heure actuelle se réduit à êtes-vous pour ou contre le nucléaire? Contre le nucléaire. Alors on sait déjà que ça évolue un petit peu, parce que ce débat il est récurrent dans les sociétés, mais il y a une quinzaine d'années, quand en Allemagne des Verts ont une part du pouvoir, il y avait un ministre qui avait à l'époque avait clamé qu'il fallait sortir, un ministre écologiste vert, Grünen, qui avait clamé qu'il fallait sortir du nucléaire en 3 mois. Ce qui, pour des gens qui connaissent un peu les problèmes énergétiques, est une absurdité. Si on veut sortir du nucléaire, il faut bien 10 ou 15 ans le faire, parce que les problèmes sont insolubles. À l'heure actuelle, même dans le débat du nucléaire, plus personne n'ose proposer une chose absurde. Les gens
commence à parler de scénarios de sortie nucléaire sur des périodes de 15 ou 20 ans. Enfin, ce qui se passe actuellement, ça va plutôt exciter les esprits. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi, il va falloir des questions aussi lourdes qui demandent des investissements aussi considérables, des changements. Un référendum sur le nucléaire, à mon avis, par exemple, typiquement, moi je vois plutôt à l'échelon régional et doit être précédé de débats avec d'informations. Typiquement, si on ferme une centrale, si on fait de l'éolien à côté, combien d'éoliennes faudra-t-il faire à un rayon de 30 km et chiffrer, c'est-à-dire combien de milliers, combien de dizaines de milliers d'éoliennes faudra-t-il faire, en sachant et dire sur quelle colline ou à quel endroit il faudra le faire. Alors, après, c'est vrai que c'est un débat de société. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je vais vous interroger un peu sur des personnages qui sont un peu dans la même démarche que vous. Ça va peut-être vous choquer. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de Nostradamus? Nostradamus, le problème, c'est que, alors j'en parle un tout petit peu, Nostradamus, c'est les interprétations de Nostradamus qui sont plus délicates. Alors, je veux pas, justement, moi je suis scientifique, hein, c'est-à-dire j'ai pas Nostradamus. C'est le domaine de l'astrologie. Bon, moi, ça n'est pas mon monde. Et puis, je vois moins loin. Nostradamus, il a vu quand même 500 ou 1000 ans à l'avance. Vous voyez 40 ans à l'avance. Oui, 40 ans. Volontairement, c'est-à-dire... Alors, 40 ans, c'est à la fois court, c'est la moitié d'une vie. C'est pratiquement la moitié d'une vie, ou tout comme. Enfin, bon, Mais, monsieur Birkhoff, malgré tout, est-ce que vous pensez justement que l'humanité sera mieux capable à l'avenir, si on peut dire, de connaître son avenir, c'est-à-dire de mieux savoir de mieux comprendre les lois qui régissent son évolution. Non, je ne crois pas. On va se poser, on va aller vers un monde de plus en plus complexe. Alors, donc de plus en plus imprévisible, vous voulez dire de plus en plus, oui, localement de plus en plus imprévisible, avec des mouvements. Oui, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que ça sera plus catastrophique. Au pessimisme, moi je réponds que les générations d'avant nous, au début du siècle, si on se met en 1910, les gens se dirigeaient vers des guerres mondiales. Il y a eu 2 guerres mondiales. La mondialisation, ça je le dis dans mon livre, la mondialisation, le XXe siècle a été le siècle de la mondialisation, mais ça a commencé par le pire, ça a commencé par 2 guerres mondiales. Alors, après c'est vrai, dans la mondialisation, on voit des inconvénients, il y a aussi des avantages, il va falloir faire des tris complets. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle, c'est on s'est trop focalisé sur le conflit entre le marché, pour simplifier, entre la vision de Marx et la vision d'Adam Smith. Et ce qu'il faudrait faire, Marx, bon maintenant c'est complètement fini, Adam Smith on voit tous les faux, et sans doute ce qu'il faudrait faire, c'est reprendre tous les auteurs anciens et avoir une vision moins manichéenne, regarder des éléments dans chacun, des éléments qui pourraient être, qui pourraient ne pas être, voir et essayer tout rebâtir. Ça n'est pas mon ambition, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un philosophe, je n'ai pas ni même un économiste, je n'ai pas le bagage intellectuel pour pouvoir faire cette œuvre, je n'ai pas cette prétention, mais je suis là plutôt pour essayer de susciter des questions. Alors, bon, là vous avez abordé comme ça en passant le problème de l'astrologie. Qu'est-ce qu'il faut pour vous qu'on se condamne l'astrologie, si on peut dire? Moi, est-ce que vous avez une critique cohérente et élaborée de l'astrologie? Je n'ai pas une critique définitive de l'astrologie, mais je pense que ça serait plutôt à l'astrologie, c'est un peu toutes ces choses-là, aux astrologues, aux gens qui parlent d'essayer de faire un tri. Parce que la démarche scientifique, elle est la suivante. D'une part, on fait le dépouillement et on fait l'interprétation. Et normalement, dans le dépouillement, ça doit faire tomber 95% des choses. Alors, vous avez un exemple qui est un peu dans le domaine comme ça, c'est les ovnis, les ufologues. Et alors, moi, je connais des gens qui étudient la question, et la réponse, c'est que si on regarde les choses, il y a 95 ou 96% des choses qui sont soi-disant annoncées comme des extraterrestres s'expliquent très facilement. Et les 5% qui restent ou qui n'est pas encore compris, les gens ont passé tellement la démarche scientifique, les scientifiques qui ont passé l'énergie à regarder en détail les 95%, ne veulent plus regarder les 5% qui restent.
c'est peut-être dommage, mais c'est un peu comme ça. Et donc ça serait un peu aux astrologues essayer d'éliminer tous les charlatans, parce que dedans il y en a, et après d'essayer de voir, d'être un peu plus précis. Qu'est-ce que vous appelez des charlatans dans ce domaine? Par exemple, les gens qui disaient lors de la dernière éclipse solaire, on devait avoir une catastrophe. Le charlatan, c'est quelqu'un qui se trompe, c'est ça? C'est le chien qui n'a aucun, non seulement non, parce qu'il y a des gens qui ont des savoirs très élaborés et qui se trompent. Oui, mais c'est sans aucune base scientifique. Oui. Dire que la dernière qui croient qu'ils ont une élimination, la dernière éclipse solaire, 99. Oui, 99, solaire, il n'y a pas eu la fin du monde. Oui, non, mais justement, il pourrait quand même y avoir des gens qui n'ont pas de formation sérieuse et qui arrivent à dire des choses justes. Vous comprenez, Oui, mais dedans, il faut faire le tri. Le charlatan, c'est pas seulement quelqu'un qui, par hasard, a raison. Mais parmi les gens, le problème, c'est que les gens qui croient avoir raison, il y en a beaucoup qui ont tort parmi ceux-là. Mais est-ce que... Excusez-moi une seconde. Je dois saluer quelqu'un. Ah oui. L'anticipation, l'extrapolation, l'anticipation. Oui, de la même manière, si vous voulez, moi je me rappelle, il y a 25 ou 30 ans, pendant 5 années de suite, les prédictions astrologiques au début de l'année, c'était dire que Franco et Mao Tse-tung allaient mourir. Comme tous les deux étaient très... Et puis d'année en année, ils ont bien fini par mourir à l'échelle de 5 ans. Mais c'était pas, vu l'état d'élabrement des deux, on pouvait penser qu'il n'y en avait plus pour 10 ans, on va dire. Mais chaque année, il y avait des gens qui prenaient... Ça durait 5 ans, à peu près, pour faire des choses. Enfin, pour revenir à l'astrologie, vous dites que c'est aux astrologues d'y voir clair. On pourrait de faire le tri. On pourrait aussi penser que c'est peut-être pas forcément eux qui sont les mieux placés pour le faire, cette recherche. Peut-être qu'on pourrait imaginer une commission ou un laboratoire qui ferait des travaux à partir de... reprenant les choses à la base. Je sais, il y a un laboratoire à Nice qui est subventionné par le CNRS. Zététique. Et qui regarde tous les phénomènes paranormaux, qui notamment a fait des études sur l'astrologie. Mais je n'ai pas été à fond dans leurs travaux. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas condamné complètement l'astrologie. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez d'un autre processus qui est la voyance? Qui n'est pas scientifique, est-ce qu'il est possible que des êtres humains puissent capter des choses qui vont venir? Alors, la télépathie. La télépathie, c'est une façon de capter ce qui est dans la sphère de quelqu'un d'autre. Oui, la télépathie, il y a eu des expériences qui ont été faites. Certaines ont eu des conclusions qui étaient positives. Mais ce qui a beaucoup gêné les scientifiques, c'est l'absence de reproductibilité. Et c'est ça, si vous voulez, de la même manière, on peut dire la même chose un peu des miracles de Lourdes. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, mais comme il n'y a aucune reproductibilité, on ne peut pas le prescrire comme un remède. Mais alors la question qui se pose, M. Verkov, sans vouloir être polémique, c'est que vous-même, en fait, polémique, ça ne me dérange pas. Vous prenez des risques en écrivant ce que vous écrivez. Oui, mais je ne prétends pas. Même si vous dites que c'est un roman, quelque part, on pourrait vous positionner comme quelqu'un qui a une capacité à parler de ce qui va arriver. J'ai une capacité imaginée. Alors la chose importante dans le titre, c'est une légère idée. C'est-à-dire, oui, c'est joli. Je ne prétends pas, et si mon livre peut ouvrir des débats, oui, par exemple. Oui. Ouvrir des débats. Et ce que je reproche, enfin c'est une critique des choses, c'est qu'à une certaine époque, les gens se mouillaient plus. On va prendre des exemples typiques, c'est-à-dire que les gens se sont trompés. Mais par exemple, ce qui passe pour les deux grands romans de science-fiction, je suis d'accord avec eux, sur ceux du XXe siècle, avec les critiques, c'est à la fois le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, et
1984. Justement, Big Brother, etc. Donc là, je vous ai demandé tout à l'heure si vous voyez une transformation de la société. Alors oui, alors simplement les deux. Alors les deux, c'est les traits. Est-ce que vous parlez beaucoup du développement de la technologie, par exemple? Alors oui, mais alors le contexte. Est-ce qu'on va être envahi par la machine? Non, pour moi, la réponse est non. Justement, j'essaye de voir. Alors c'est ce que je dis dans mon roman, c'est que les deux mondes, c'est des mondes aboutis. À la fois 1984 et le meilleur des mondes. Les gens pensaient qu'on allait aboutir à des mondes, le progrès allait continuer. Il arrivera un moment où ce débat n'évoquerait plus. Alors il y a des points communs entre les deux. C'est-à-dire dans les deux, on enseigne l'histoire n'existe plus. Dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire il y avait une guerre avant, après la dernière guerre, il n'y a plus d'histoire. L'histoire est finie. Et dans 1984, l'histoire est complètement réécrite, falsifiée, etc. Le passé est nié. Et on sait très bien, dans les deux cas, tout ce qui a été prédit ne s'est pas arrivé, ne s'est pas produit. Par contre, les gens osaient se poser la question de l'avenir. Et à l'heure actuelle, si on discute avec les gens, on voit soit soit c'est une catastrophe, la fin du monde qui va arriver, avec l'effet de serre, la vie va disparaître de la Terre, ou des choses comme ça. Mais ça n'est pas arrivé de la même manière. Bon, sans doute va y avoir des catastrophes pour l'effet de serre, sans doute va y avoir des morts par inondation, etc. Mais la vie ne va pas disparaître de la Terre. C'est-à-dire l'humanité va continuer à grenouiller, à se déplacer dans tous les sens, à avoir des conflits locaux. De la même manière, le nucléaire, c'est une grande peur, mais il y a 50 ans, la grande peur du nucléaire, c'était la guerre mondiale. Il y avait même un téléfilm qui a été fait par la BBC qui s'appelait La Bombe, qui nous décrivait en détail un conflit autour de Berlin. Les Américains prenaient peur et envoyaient des bombes sur les Russes. Les Russes ripostaient. Et en Angleterre était complètement dévastée, c'est-à-dire il y avait des gens, il y avait le quart de la population, le quart de la population était détruite. Les autres vivaient dans des caves et à Noël, le Noël d'après, on les voyait prier pour s'en sortir. Maintenant, le risque de guerre nucléaire, heureusement, a disparu. Les gens, ça a au moins diminué. C'est un danger, on vit avec, mais les gens ne sont plus angoissés par ça. Ils sont plus angoissés, c'est un danger parmi les autres. Et donc, vous voyez, moi je pense que c'est un peu ça, l'humanité va passer par des périodes de doute, de croissance, etc., se posera de plus en plus de questions, se reposera essaiera de voir de plus en plus. Le besoin de comprendre l'avenir va ressortir de plus en plus, mais on n'aura pas encore de réponse définitive. Et vous-même, par exemple, est-ce que vous aviez prévu ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années? Non. 30 ans avant? Non, bien sûr que non, c'est ce que je disais dès le début. Donc vous n'avez pas forcément une compétence pour parler de futur. Non, l'idée c'est une légère idée et l'extrapolation c'est vraiment déjà 40 ans. Vous voyez, 35 ans c'est déjà loin. Après la fin du... Vous ne serez pas là d'ailleurs pour le voir. Oui, alors justement si j'ai choisi 2045, c'est que la fin décembre 45 j'aurai 100 ans. Et alors je fais dire à mon roman, parce que aussi de mon roman, c'est-à-dire ces deux Français, enfin deux personnes qui vivent en France, qui vont avoir une espérance de vie assez longue. Et oui. Et donc Aglaé, la femme des personnages centrales, elle est très inquiète, elle veut faire des tas d'examens alors qu'elle a 31 ans, qu'elle est en forme physique parfaite, enfin voilà. Et son compagnon Boniface, qui lui... ça l'embête que tout soit planifié. Lui, malgré tout, Aglaé lui a fait faire des tests et lui a trouvé une espérance de vie de 97 ans. Vous voyez, c'est un peu... Moi, je pense avoir une espérance de vie... je ne fume pas, je fais un peu de sport, je bois de manière... Peu de gens qui seraient là en 2045. Je pense que je risque d'être ma mère qui a vécu plus de... Ma mère est encore là à 95 ans. Et elle a vécu comme un exemple que je prends, on habitait en proche banlieue parisienne. Dans les appartements, on avait du gaz de ville, c'est-à-dire un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Le monoxyde de carbone, c'est un poison très violent quand même. On avait ça dans des tuyaux en caoutchouc plus ou moins étanches. On avait aussi,
On avait aussi des thermomètres à mercure partout. On avait des montres avec des sels de radium et des réveils à sels de radium partout. Mais vous voyez, ma mère et sa sœur vivent encore, mon beau-père aussi. Oui. Oui, vous voyez, bon, mon père est meurt plus jeune, ma belle-mère aussi est meurt aussi relativement jeune, enfin à 88 ans. Mais on a une espérance de vie malgré les difficultés de la... Là, je vous pose une autre question. Est-ce que justement, vous parlez d'Aglaé et de Boniface, est-ce qu'on continuera à distinguer clairement les hommes et les femmes en 2045? Alors oui, moi je pense quand même qu'au niveau, les gens ne vont pas changer. La proportion, enfin ça je ne dis pas dans mon roman, la proportion au point de vue des pulsions sexuelles, oui. Il y a au niveau des pulsions sexuelles, ça ne bouge pas maintenant. C'est au niveau de leur rôle, de leur fonction, de leur place. De moins en moins. De moins en moins, les métiers seront de plus en plus complètement équivalents. La majorité des métiers, on le voit, même si vous voulez, quand j'ai commencé ma carrière de scientifique, à l'époque, les écoles d'ingénieurs ou les amphis, il y avait très peu de femmes, il y avait 10%, même pas, dans les universités 10% de femmes, dans les écoles d'ingénieurs c'était 3% ou 5%. Tandis que maintenant c'est vraiment 50-50. Ça, l'égalité des sexes, c'est quelque chose, au moins dans nos pays développés, c'est quelque chose qui est rentré, on ne reviendra pas en arrière. Enfin, si on regarde l'histoire des sciences, ou même l'histoire de la musique, au niveau des prix Nobel, les femmes sont très minoritaires quand même. Oui, mais parce qu'elles ont commencé, il faut voir... Enfin, on a quand même un siècle depuis Marie Curie, il y a quand même un siècle qui est passé. Oui, mais si vous voulez, c'est-à-dire il faut prendre à partir de maintenant, c'est-à-dire vous reposerez la question dans 20 ans, c'est-à-dire les femmes, vous voyez, c'est-à-dire pour les prix Nobel, les prix Nobel avant, les prix Nobel étaient jeunes parce qu'il y avait des grandes découvertes au début du siècle, tandis que maintenant, regardez la moyenne d'âge des prix Nobel, c'est des gens qui ont 60 ou 60. Ah oui? Ben oui, parce que c'est des gens, c'est des carrières. Les découvertes scientifiques, moi je prends souvent une analogie, pour la découverte scientifique, c'est un peu ce qui s'est passé avec les continents. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, Christophe Colomb, Cortés, etc., ont découvert des compléments, des continents. C'était vraiment avec des effets de surprise d'ailleurs. Christophe Colomb n'a pas tout à fait compris ce qu'il avait compris, s'il avait découvert. Et puis après vraiment la poussée vraiment développement économique, ça a pris du temps. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les découvertes du radium, découvertes de la radioactivité, découvertes de toute la science quantique, et la mécanique des ondes, tout ça c'est fait. Maintenant, c'est plus des approfondissements. Regardez les derniers prix Nobel français, le plus jeune l'a dû l'avoir quand il avait 60 ans. Vous ne pensez pas au contraire, monsieur, que dans le domaine de la biologie, des neurosciences, on va découvrir au contraire des différences importantes et, oui, mais des lois qu'on avait plus ou moins... oui, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que il y a toute la révolution génétique, c'est quand même complètement... ça, c'est très très important, Mais ceux qui ont eu le prix Nobel, c'est vraiment du travail de chercheurs de profondeur, qui se marque. Il n'y a pas eu depuis très longtemps une découverte qui soit aussi facile à synthétiser en une seule formule comme E égale MC2. Parce qu'en dehors du travail propre d'Einstein, d'ailleurs, la réalité généralisée était bien plus forte que la relativité restreinte pour lequel Einstein est très très connu. Mais EMC2, c'est ce qui est parmi toutes les choses extraordinaires, c'est la concision de la formule. Les lois de Maxwell pour parler de physique, pour les comprendre, il faut connaître les dérivées partielles, c'est-à-dire avoir un niveau au moins un an après le bac pour les formuler. Alors que E égale MC2, un élève de CM2 est capable de comprendre, ce qui est absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Il y aura sans doute des découvertes fondamentales. Le génome, c'est absolument fondamental, mais pour quelqu'un quand même qui est un scientifique, un physicien quand même comme moi, je ne comprends pas tout du principe de base. Je comprends qu'il y a des codes, etc. compliqués, mais vous voyez, ça reste quand même difficile à comprendre. Et en biologie, il y aura sans doute des révolutions. Encore plus, on le voit.
le vois. Alors, aussi parmi les éléments optimistes, c'est-à-dire que le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, à l'heure actuelle, on sait que c'est techniquement possible. À l'époque, Aldous Huxley lui avait dit le meilleur des mondes, l'avait fait dans bien plus loin dans le temps, une date à déterminer, mais aussi toutes les précautions ont été prises et la reproduction humaine se fera de manière traditionnelle, un homme, une femme, le bon contact qu'on connaît, très agréable. Tout le débat sur la génétique, etc., ça traite à peine 1%, c'est des cas marginaux, c'est-à-dire la fécondation in vitro, etc., toutes ces choses-là, les mères porteuses, ça touche, c'est quand même très très marginal et on discute beaucoup. Une des choses qui rend quand même optimiste, qui avait été très peu, c'est qu'au début de tout ça, une commission d'éthique qui avait été créée par le président Mitterrand, pour moi c'était quand même une chose, c'est un débat très important, c'est-à-dire les hommes politiques, les classes politiques qui ont tout le pouvoir avaient avoué un peu leurs limites, leur impuissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, on a le pouvoir législatif, mais on n'a pas la compétence scientifique pour pouvoir dire des choses sensées. Et ils ont délégué du pouvoir une commission éthique qui a fixé, avec tout ça, qui a beaucoup discuté, qui n'a pas formulé de loi, mais qui a permis à aider à mieux cerner le problème. Alors je crois que dans l'avenir, on va avoir des choses comme ça, des comités, des choses comme ça, mettront des débats. Moi, très modestement, je n'ai donné que quelques indications. Je pense que dans l'avenir, il y aura des débats bien plus nets sur tous les sujets de science. Le débat environnemental va être celui-là aussi. En environnemental, on n'a pas la réponse définitive. Ceux qui ont des réponses définitives à l'heure actuelle, de ça. De science-fiction, vous connaissez l'œuvre de Frank Herbert, Dune? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu complètement. Parce que justement, lui, Dune, D-U-N-E, il y a eu un film d'ailleurs, lui, il dit essentiellement qu'il faut se méfier des machines. Oui. Il faut se méfier il interdit même dans son univers, il interdit même les machines. Il dit que ce sont les hommes qui doivent trouver en eux-mêmes les facultés. C'est vrai. Et qu'ils ne doivent pas se reporter à des machines pour tout faire. C'est vrai, mais alors justement là, oui, alors c'est vrai, l'informatique aussi, simplement, il y a quand même une chose, c'est que le début d'Internet, ça aurait pu être la possibilité d'avoir une prise de pouvoir pour les ordinateurs. Et heureusement, Internet, qui pourtant a été conçu par des militaires pour des raisons de vulnérabilité, c'est-à-dire les centres de décision ont été répartis sur tout un réseau pour le rendre moins vulnérable. Alors Internet est sans doute sauvé, c'est-à-dire la prise, que les ordinateurs échappent au contrôle des humains pour être. Sans doute, Internet a été conçu dès le début. Je suis un petit peu prudent volontairement parce que c'est ce qui peut se passer pour éviter que les machines prennent le contrôle. Ah oui, d'accord. Sans doute, le réseau Internet, et pour une raison justement, c'était plutôt des militaires pour éviter que aussi parmi les choses, ça c'est un des plus grands, rétrospectivement, mon plus grand regret des choses que je n'ai pas traitées dans mon roman, c'est Wikipédia, parce que Wikipédia est vraiment l'entreprise collaborative et sans but lucratif. Et c'est pas évident, parce que justement à l'heure actuelle on est coincé entre deux choses, c'est-à-dire que le collectivisme dirigiste, c'est condamné, et le marché de la liberté absolue, le gain absolu, on voit quand même les limites, les dangers, et c'est pas facile de demander aux gens d'avoir une coopérative collaborative qui est bénévole ou quasi bénévole. Il va falloir avoir un changement de mentalité et ça va prendre du temps, ça va être très difficile, très délicat. En sensant le débat, quand les forums ouverts, c'est que tout le monde intervient et là il y a tout le monde. On ne peut pas interdire aux gens de s'exprimer, mais dedans il va y avoir un tri d'informations à faire parmi tous les gens qui s'expriment. Il y a des choses qui ne sont pas du tout pertinentes. Il faudra pouvoir les trier. On va vers un monde de plus en plus complexe. Ça, j'en suis entièrement persuadé. Je vous remercie, monsieur Verkov.